Vous connaissez forcément des gens qui ont utilisé au moins une fois dans leur vie une application de rencontre. Peut-être que vous-même vous en avez profité. Aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs du monde occidental, mais au début du siècle, c'était tout nouveau, et c'était un terrain de chasse particulièrement apprécié des prédateurs. L'affaire que je vais vous raconter nous amène du côté obscur d'Internet, et peut-être qu'elle vous refroidira à l'avenir lorsque vous aurez l'envie de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Alors c'est vrai qu'Internet peut être un terrain dangereux, mais depuis le temps, il y a des boucliers qui se sont dressés pour nous protéger et pour éviter de se faire stalker par des fous sur les sites de rencontres par exemple. Moi, j'utilise Surfshark VPN qui est un réseau privé sécurisé qui me permet 3 choses: me protéger, me faire économiser de l'argent et regarder les émissions bloquées par la géolocalisation. Grâce au VPN, votre adresse IP est masquée, vos données personnelles sont sécurisées et vous en avez forcément renseigné en donnant votre numéro de téléphone pour vous inscrire sur une application ou si vous avez enregistré vos mots de passe sur votre navigateur internet. Et bon, si vous faites ça, vous cherchez les problèmes aussi. Ensuite, vous allez économiser de l'argent et regardez, je vous montre comment rentabiliser votre abonnement VPN en une seule fois. Admettons que je sois parti rendre visite à mon ami Rafu en Thaïlande et qu'après avoir accepté de lui faire don de mes cheveux pour sa greffe, je décide de rentrer en France. Sans VPN, si j'achète un billet depuis la Thaïlande vers la France en étant situé en Thaïlande, pour les compagnies aériennes, je suis un touriste. Et les touristes, le but c'est de leur prendre un maximum d'argent. Mais comme mon gouvernement m'en prend déjà beaucoup, je suis attaché à mon argent. Alors je vais sur Surfshark VPN et j'active un serveur français pour devenir comme par magie non plus un touriste, mais un Français qui rentre au pays et j'économise pour le même vol plus de 100 €. Et enfin, puisque vous êtes des amateurs de documentaires criminels, encore une fois, grâce à Surfshark VPN, vous pourrez accéder à des documentaires non disponibles si vous êtes localisé en France. Par exemple, sur Netflix, vous aurez un éventail plus large d'affaires criminelles en vous servant d'un serveur américain. Pareil pour le sport comme la Formule 1, que vous n'aurez plus besoin de payer pour la regarder en vous localisant en Belgique pour visionner les courses sur la chaîne belge RTBF. Et avec mon code Cogiteur et le lien en description, vous avez 3 mois supplémentaires offerts sur l'offre que vous choisirez. Vous avez donc largement le temps de profiter de Surfshark, mais un VPN c'est un peu comme un pantalon, on ne sort pas sans. N'oubliez pas le lien en description, et nous, on commence notre histoire. Du côté du Texas, Wichita Falls est à l'origine très modeste en termes d'habitants, surtout si on la compare avec sa voisine Dallas où plusieurs millions de personnes résident. Simplement, la petite ville a bien grandi, notamment grâce à l'or noir, le pétrole, cette matière première qui est découverte au début des années 1900 en quantité dans les sols du Texas. Depuis, ce sont environ 100 000 habitants qui peuplent cette commune. Malgré tout, elle reste très familiale et la plupart des gens se connaissent dans leur quartier. Le centre-ville n'est pas énorme non plus, alors beaucoup de monde se croise aussi à cet endroit lorsqu'il faut faire ses achats. Et finalement, tout est relativement tranquille dans ce coin des États-Unis. Le lundi 6 janvier 2003, c'est un début de semaine classique pour les habitants de Wichita Falls. Et au poste de police de la ville, on se prépare tranquillement au changement d'équipe afin de continuer à maintenir l'ordre dans le secteur. Dans la matinée, il n'y a pas grand-chose à signaler, jusqu'à un coup de téléphone un peu particulier. C'est une femme totalement paniquée à l'autre bout de la ligne, qui demande à ce que la police soit envoyée le plus rapidement possible à l'endroit depuis lequel elle téléphone. Elle n'est pas chez elle. Ce matin, elle rendait visite à une amie et la voici face à elle. Simplement, cette dernière est inanimée, au milieu de son propre sang qui, manifestement, provient de la région de sa tête. La femme au téléphone indique que son amie est morte. Les policiers partent donc rejoindre cette personne pour comprendre les événements. 2 agents en patrouille débarquent sur place. Ils trouvent 2 personnes complètement terrifiées. Il s'agit des amis de la jeune femme se trouvant à l'intérieur de la maison. C'est ainsi que les policiers obtiennent l'identité de la victime. Il s'agit de Samantha Lezark, une jeune femme âgée de 28 ans. Voici les seuls renseignements que peuvent collecter les agents. Ils décident donc d'entrer dans la maison pour sécuriser le logement, s'assurer que plus personne ne soit présent et ainsi maintenir le plus propre possible le lieu du crime s'il devait en être un. Les policiers entrent dans le domicile arme à la main. Ils avancent avec prudence, ils contrôlent le rez-de-chaussée de la maison en passant à travers la cuisine notamment, puis ils empruntent un escalier conduisant à l'étage et à la chambre de Samantha.
C'est d'ailleurs l'objectif suivant des policiers qui se dirigent vers cette pièce. Avant de l'atteindre, il faut franchir un long couloir étroit et les voici face à la victime. Dès le premier coup d'œil, les agents sont certains que la jeune femme de 28 ans est victime d'un homicide. Son corps est allongé proche de son lit. Du sang coule autour de sa tête et un câble semble entourer son cou. Le tueur en a fait le tour au moins 3 ou 4 fois. C'est donc bien un lieu de crime. Il faut préserver le moindre élément. Les agents sortent de la maison et la protègent de toute intrusion en attendant que les enquêteurs se présentent sur place. Après quelques minutes, c'est le cas. Les inspecteurs arrivent accompagnés de la police scientifique, prête à récupérer chaque preuve médico-légale. Les policiers scientifiques commencent leur analyse par le câble qui serre la gorge de Samantha. Directement, ils remarquent que le tueur a fait un nœud, ce qui est déjà un élément intéressant, puisque dans la plupart des cas, les meurtriers se contentent de faire le tour du cou de la victime, sans nécessairement prendre le temps de faire un nœud, comme dans ce cas-là. Mais surtout, ce nœud est une sorte de nœud carré. Il est spécifique. La plupart des personnes qui sont en capacité de le réaliser ont appris cette technique à l'armée ou dans ce genre d'univers. C'est un indice intéressant, puisque cela laisse supposer que le tueur aurait une telle formation, et nécessairement, c'est un filtre utile dans la recherche du suspect. Après le câble, la police scientifique s'arrête sur un petit extincteur situé au pied de la victime. Les policiers sont certains que cet objet a été utilisé. S'ils en sont convaincus, c'est parce que du sang et des cheveux appartenant à Samantha sont découverts sur la surface métallique de l'extincteur. Samantha a saigné abondamment depuis l'arrière de sa tête, et les blessures correspondent à ce type d'objet. Dans le sang présent sur la surface de l'extincteur, il y a des traces qui laissent suggérer que des empreintes digitales pourraient être prélevées, tout comme sur le câble où des empreintes partielles sont repérées. La méthode avec laquelle le meurtrier a tué sa victime apparaît très personnelle. Les enquêteurs imaginent donc que l'assassin est un proche de Samantha, ou en tout cas quelqu'un que la jeune femme connaît bien. Le reste de la maison est ensuite fouillé afin de trouver des éléments supplémentaires permettant l'identification du tueur. Le lieu est passé au crible. C'est encore dans la chambre que les policiers font une découverte curieuse. Sur le lit, il y a un pointeur laser autour et sur lequel se trouve du sang. Par conséquent, cet objet devait certainement être déjà sur le lit au moment où Samantha a été frappée à la tête. Ensuite, les inspecteurs vérifient les accès au domicile. Les portes d'entrée, les fenêtres, mais rien ne semble avoir été forcé. Les portes sont toutes intactes, les fenêtres n'ont pas été brisées, et cela conduit à penser que Samantha a autorisé son assassin à pénétrer dans sa maison. C'est une nouvelle piste vers une personne connue de la victime. Après avoir fait le tour de ce lieu de crime, les enquêteurs sortent à la rencontre des voisins pour obtenir leur témoignage dans le cas où ils auraient assisté à une chose anormale dans le voisinage ces derniers temps. D'abord, il y a un homme qui explique avoir aperçu une voiture immatriculée dans l'État de Californie, devant la maison de Samantha, autour du 1er janvier, soit 5 jours avant son meurtre. Un autre garçon de 12 ans, également un voisin, quant à lui, affirme avoir vu une moto rouge et noire, également garée au domicile de Samantha, mais moins de 24 heures avant l'assassinat. Ce sont des informations qui n'ont pas une grande utilité pour le moment, mais ce sont les seules que les policiers réussissent à glaner parmi le voisinage. À présent, il faut contacter la famille de Samantha pour annoncer le malheur qui s'est abattu. Ses parents n'avaient aucune idée du meurtre de leur fille. Ils l'apprennent directement de la bouche des enquêteurs chargés de résoudre l'affaire. C'est évidemment un choc pour la famille, dans la mesure où Samantha n'avait absolument aucun ennemi. Elle a grandi au Texas, dans la ville de Terrell, avec ses parents ainsi que ses 2 frères. Samantha était la grande sœur. Elle a d'ailleurs pris soin de son plus petit frère lorsque sa maman devait travailler. En grandissant, elle a continué à être très serviable en restant proche de sa famille. Elle n'a jamais eu de grand intérêt pour les garçons au début de son adolescence, mais au lycée, elle fait la rencontre d'un garçon nommé John, et à l'âge de 20 ans, ils décident de se marier pour passer le reste de leur vie ensemble. John passait une formation pour devenir réparateur de réfrigérateurs, tandis que Samantha tenait la caisse dans un petit supermarché, et tout allait très bien. Ses collègues l'appréciaient, elle aimait ses amis proches, et surtout, quand elle rentrait, elle adorait retrouver ses chats qui étaient la prunelle de ses yeux. Seulement, la vie cache des surprises le long de son chemin, et certaines ne sont malheureusement pas réjouissantes. Un jour, sans que Samantha n'ait pu anticiper une telle annonce, John lui dit que leur relation se termine. Mais le pire dans tout ça, c'est parce qu'il a rencontré une autre femme.
C'est une trahison absolument ignoble pour la jeune femme, qui ne comprend pas comment cela a pu se produire alors qu'elle est une épouse totalement dévouée et amoureuse. Elle est absolument dévastée sur le moment. Petit à petit, cependant, Samantha sort la tête de l'eau, reprenant sa vie amoureuse en main pour finalement rencontrer des garçons à nouveau. La jeune femme profite de la vie, elle est heureuse, même si elle est célibataire, mais son bonheur s'interrompt rapidement avec une mauvaise rencontre qui lui coûtera la vie. La question désormais est de savoir qui aurait pu vouloir mettre fin au jour de Samantha. En toute logique, les inspecteurs se tournent vers les personnes qui ont aperçu la victime en premier. Et c'est un couple, celui-là même qui a informé les autorités du décès de leur ami, Laurie et Donnie Nieves. Ils ne sont pas nécessairement considérés comme des suspects, pourtant ils doivent être entendus. Déjà pour s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués dans cet homicide, mais également pour être certains qu'ils ont dévoilé toutes les informations en leur possession. Laurie décrit alors les événements tels qu'ils se sont déroulés. Samantha et elle sont des collègues de travail mais aussi des amies. Et l'absence de celle-ci, ainsi que le fait qu'elle ne réponde pas au téléphone, a inquiété Laurie, qui venait d'arriver au supermarché. C'est Donnie, son petit ami, qui l'a conduit ce matin-là. C'est donc lui qui a amené Laurie jusqu'au domicile de Samantha pour vérifier que tout allait bien pour elle. Le couple s'est donc retrouvé face à la porte de leur ami. Toujours sans aucune réponse de sa part, ils ont constaté que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Inquiets du bien-être de Samantha, ils décident de s'introduire dans le domicile et c'est ainsi qu'ils ont trouvé le corps inanimé de la jeune femme. Ça, c'est la version de Laurie, mais comme tout bon policier, ils ont séparé le couple pour avoir l'histoire de chacun. Donnie est donc entendu à son tour, et ses explications collent parfaitement avec celles données quelques instants auparavant par sa petite amie. C'est un premier point vérifié. Maintenant, les enquêteurs demandent au couple s'il a une idée de qui pourrait en vouloir à Samantha, une personne qui aurait suffisamment de rancœur pour s'en prendre à elle physiquement. Donnie et Laurie ne savent pas vraiment s'il y a une personne aussi hostile dans l'entourage de leur ami. En revanche, ils sont au fait que l'entente entre Samantha et son mari John Lezark n'est pas au beau fixe. Il y aurait une querelle entre eux au sujet de l'assurance maladie de John, que Samantha payait et dont elle avait décidé d'arrêter les versements. Une mauvaise nouvelle pour John, qui a eu un souci de santé et sans couverture, aux États-Unis, les soins coûtent une véritable fortune. C'est un litige, certes, mais irait-on jusqu'à tuer la personne avec qui on a passé 8 ans de vie commune pour une telle chose ? Peut-être finalement, d'autant plus que les policiers apprennent que le litige s'était envenimé. Samantha aurait rapporté à Laurie que John, à peu près 2 semaines avant son meurtre, l'avait menacé de lui prendre tout ce qu'elle avait. Il était suffisamment véhément pour avoir fait peur à la jeune femme qui s'est donc confiée à son ami. Évidemment, le comportement de John à l'égard de Samantha fait aussitôt tiquer les enquêteurs qui se demandent si l'époux ne serait pas derrière ce meurtre. Quoi de plus logique au bout du compte ? C'est un proche de la victime, ils ne se sont pas séparés en bons termes et ont un conflit ouvert qui a dégénéré. Les enquêteurs s'intéressent donc de près à leur premier suspect tout désigné en la personne de John Lezark, le mari de Samantha. Avant de confronter l'époux, les policiers se renseignent sur lui pour compiler le plus d'informations avant de se présenter avec leurs questions. Ils savent qu'il y a une dispute à propos de l'assurance maladie, mais ils ont aussi compris que Samantha et John ne vivaient plus ensemble, malgré un mariage toujours en cours. En se renseignant auprès des amis et de la famille de la victime, les inspecteurs apprennent que la relation entre les deux s'était éteinte il y a à peine 6 mois. C'est encore relativement frais. Les enquêteurs veulent donc connaître précisément le motif de cette rupture sentimentale. À cette époque, la meilleure amie de Samantha est en procédure de divorce. Elle devait également se trouver un nouveau logement. Ce moment est difficile pour elle. Samantha se propose alors de lui venir en aide en lui offrant la possibilité de s'installer chez elle pour quelque temps. Ainsi, elle ne sera pas seule, ni en difficulté pour se loger. Malheureusement, le grand cœur de Samantha va lui coûter son couple, puisque son époux John commence à fricoter avec sa meilleure amie. Une liaison extra-conjugale débute et un amour naît entre les deux. Samantha finit par s'en rendre compte. Après tout, cela se passe sous son nez. Elle confronte son époux et sa meilleure amie, qui finissent par avouer qu'ils vivent une relation tous les deux. Naturellement, Samantha est totalement bouleversée, d'autant plus que la trahison provient des personnes les plus proches qu'elle connaisse.
Dans la foulée, John quitte la maison pour s'installer avec sa nouvelle compagne, mais ne disparaît pas totalement de la vie de Samantha, qui garde quelques contacts avec lui. En réalité, John revient régulièrement voir Samantha. Il a un intérêt à ne pas définitivement couper les ponts, la fameuse assurance santé. Il revient donc de temps en temps à la maison pour passer du temps avec son épouse qui l'a fait cocu, et pour elle, c'est très dur, parce que cela reste son mari, pour qui elle éprouve encore des sentiments. Finalement, cette situation étant bien trop nocive, la jeune femme réclame le départ définitif de John, qui ne craint qu'une seule chose, que Samantha cesse de payer cette assurance qui lui tient tant à cœur. Il a besoin de soins réguliers suite à une blessure au dos qui persiste, et les soins coûtent cher. C'est la seule motivation qui le force encore à parler à Samantha. Voilà des renseignements incriminants, et suffisants pour amener John Lezark au poste de police afin d'entendre sa version des faits. Le premier sujet abordé est bien entendu les disputes au sujet de l'assurance maladie. John affirme que la question était déjà réglée à ce sujet. Samantha ne cesserait pas les paiements de sa couverture santé. À propos des menaces proférées à l'encontre de son épouse, il indique que Laurie a menti à ce sujet et qu'il n'a jamais été violent physiquement ou verbalement envers Samantha. Les policiers l'écoutent, mais en même temps, ils l'observent et ils remarquent ses mains. Sur celle-ci, il y a des marques, des petites blessures, et ce détail est plus que suspect. La question à propos de ces blessures lui est donc posée, et il explique que c'est en déplaçant une table qu'il se serait égratigné de la sorte. Oui, une table. Le doute s'empare des policiers, qui demandent donc où se trouvait-il le soir du meurtre de Samantha. John dit aux inspecteurs qu'il était en compagnie de sa petite amie, ce qu'elle confirme. Il a donc un alibi, mais bien entendu les agents ne sont pas nés de la dernière pluie et savent qu'il y a une chance qu'elle mente pour lui. Surtout que, manifestement, ils n'ont pas affaire aux personnes les plus vertueuses du coin. Mais force est de constater qu'il n'y a rien pour incriminer directement John Lezark. Il lui est donc formulé une requête qui autorise les policiers à récupérer ses empreintes digitales ainsi que son ADN, ce qu'il accepte de faire. La police n'a rien contre John. Il est suspect, mais comme aucune preuve ne permet de le relier directement au meurtre, il est impossible de le maintenir dans les locaux plus longtemps. Et puis, il a consenti à donner ses empreintes ainsi que son ADN sans émettre d'anxiété. Juste avant de le libérer, les policiers lui demandent tout de même s'il sait qui aurait pu s'en prendre à Samantha. Et il explique que sa femme avait décidé de faire des rencontres en ligne, ce qui ne le mettait pas à l'aise parce qu'il considérait que cela pouvait être dangereux de rencontrer des inconnus de cette manière. John, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais les enquêteurs notent bien ce qu'il explique et vérifient le moindre des mots qu'il a tenus. Lisa, une amie proche de Samantha, est interrogée au sujet de son inscription sur des sites de rencontres en ligne. La jeune femme de 28 ans lui a effectivement annoncé qu'elle avait l'intention de rencontrer des hommes par ce biais et qu'elle était déjà en train de discuter avec certains d'entre eux. Si aujourd'hui les applications de rencontres permettent de trouver l'amour, ou d'ailleurs n'importe quoi d'autre, et que cela semble entrer dans les mœurs, en 2003 c'est tout nouveau, et ce n'est pas de cette manière que les couples se forment. C'est pour cette raison que la plupart des gens, y compris Lisa et John, sont réticents à l'idée d'utiliser ce genre de méthode pour tomber sur son âme sœur. Bon, c'est vrai que même aujourd'hui, cela reste dangereux de faire la connaissance de quelqu'un dont on ignore tout. Mais pas pour Samantha, qui s'est donc inscrite sous le pseudo Meomix28 en référence à son adoration pour ses chats et à son âge puisqu'elle avait 28 ans. Elle discute avec plusieurs hommes en ligne. Elle en parle à ses amis, mais pas trop à sa famille, qui n'est pas très à l'aise avec cette idée, ni cette conception de l'amour. En sachant cela, la police scientifique décide de contrôler l'ordinateur de la jeune femme pour vérifier la teneur des conversations qu'elle entretenait avec ses courtisans. Lisa apporte également de nouvelles informations. Il y aurait un homme, nommé Chris, que Samantha aurait rencontré grâce à Internet, et elle l'aurait déjà vu. Le soir du meurtre, d'ailleurs, cet homme aurait amené avec lui la dernière saison de la série Friends pour qu'ils passent la soirée ensemble à regarder les nouveaux épisodes. Si l'ami de Samantha sait tout ça, c'est parce que ce soir-là, c'est elle qui lui a expliqué le programme de la soirée de sa propre bouche. Et c'est aussi la dernière fois que Lisa lui a parlé. Seulement, Lisa n'a jamais vu Chris, et elle n'est pas capable de le décrire. Pourtant, c'est une piste plus qu'intéressante, et cet homme pourrait être la clé de toute cette affaire. Grâce à leur travail d'investigation, les enquêteurs sont capables de déterminer que ce coup de téléphone est le dernier que Samantha a passé. Lisa est donc la dernière personne avec qui la victime a discuté avant de mourir.
Par conséquent, la seule personne connue à avoir fréquenté Samantha entre 18h, heure du coup de téléphone, et 10h du matin le lendemain, heure à laquelle le corps est découvert, est ce fameux Chris qui devient le suspect numéro 1. La police scientifique, qui a épluché les conversations tenues par Samantha sur le site de rencontre, découvre avec surprise que l'échange le plus récent datait de 2 jours avant le meurtre et que le pseudo de l'homme était I am Elliot. Je suis Elliot en français. Le fil de la discussion est cordial. L'homme explique que sa femme l'a quitté. Samantha rétorque qu'il en va de même pour elle, mais qu'en plus, elle a aussi perdu sa meilleure amie dans cette histoire et ils se confient l'un à l'autre. La personne derrière le pseudo I am Elliot apparaît tout à fait innocente dans ses propos. Il n'y a aucune demande suspecte, pas d'insistance de sa part, et la jeune femme semble répondre avec plaisir à ses messages. Surtout, il n'y a aucun lien avec le prénom Chris que Lisa a mentionné. Les policiers décident d'approfondir les autres discussions, et notamment celles où des propos plus tendancieux auraient pu être tenus par des hommes. Dans le lot, la police scientifique tombe sur une discussion avec un homme dont le pseudo est simplement composé de 2 lettres, KS, et la nature des propos de l'homme est clairement orientée vers le sexe. KS parle ouvertement à Samantha de lui bander les yeux, de lui enlever son haut pour révéler sa poitrine, avant d'insister pour qu'une rencontre réelle se passe. Ironiquement, Samantha plaisante sur le fait que l'homme pourrait être dangereux en lui disant « Et si tu étais un tueur en série ?» À l'évidence, la jeune femme plaisante et finalement continue de discuter avec cet homme. Mais pour les policiers, ce sont des signaux d'alarme et KS, qui pourrait tout à fait être les initiales de Chris, devient un homme à trouver absolument. D'autant plus que l'un des témoins interrogés le jour du meurtre de Samantha avait mentionné une Mercedes immatriculée en Californie garée devant la maison de la victime le 1er janvier, le même jour que les derniers échanges entre la jeune femme et son prétendant quelque peu pervers, et 5 jours seulement avant son meurtre. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule chose à faire, contrôler la plaque d'immatriculation de ce véhicule afin de remonter jusqu'au propriétaire de celui-ci. Le témoin ayant noté le numéro, il n'est pas difficile de retrouver sa trace, et il s'appelle Christophe Slora. Là, les policiers ont du mal à imaginer que cet homme ne puisse pas être impliqué dans le meurtre de Samantha. Il a échangé de façon salace avec la jeune femme virtuellement, en insistant pour la rencontrer. Il semble qu'il soit parvenu à ses fins, puisque sa voiture s'est retrouvée chez la victime. Et enfin, le diminutif de Christophe est Chris. Il pourrait donc tout à fait s'agir du même homme dont a parlé Lisa, l'amie de Samantha. L'affaire vient peut-être de basculer. La police cherche un homme dont le nom pourrait être Chris et qui aurait été en contact récent avec Samantha. Par chance, il découvre qu'un certain Christophe Slora entretenait une relation intime avec la jeune femme. Nécessairement, le travail des policiers conduit ces derniers à vérifier la situation de cet homme, devenu suspect désormais. Les signaux d'alarme concernant cette personne ne cessent d'apparaître, parce que Christophe Slora réside sur la base militaire de Shepard, dans laquelle des effectifs de l'armée de l'air américaine se trouvent. Résider là-bas est incriminant car souvenez-vous, le nœud que le tueur a réalisé pour étrangler Samantha avec un câble est un nœud particulier que l'on apprend souvent via une formation militaire. Des agents sont donc envoyés à la base pour cueillir le suspect. Entre-temps, le rapport d'autopsie est transmis au poste de police. La cause de la mort est une asphyxie faisant suite à une strangulation. C'est le câble autour du cou qui a donc servi à prendre la vie de Samantha. Mais alors, pourquoi le tueur a-t-il utilisé l'extincteur ? Parce que oui, cet objet a fracturé le crâne de la victime à plusieurs endroits, sauf qu'il n'est pas à l'origine de la mort. Les policiers pensent que le tueur savait qu'étrangler quelqu'un n'est pas aussi simple que ce que l'on peut voir dans les films. La victime va se débattre et cela demande une force considérable. L'extincteur a donc permis d'assommer la jeune femme avant qu'elle ne soit étranglée. La réalisation du nœud appuie cette théorie. Il faut que la victime soit inanimée pour avoir le temps de faire une telle chose. Le mobile du meurtre est évident pour les inspecteurs. Il s'agit d'une agression sexuelle. Seulement, surprise, au moment de l'examen médical du corps, il n'y a aucun élément permettant de valider cette hypothèse. L'absence de preuves médico-légales s'agissant d'une agression sexuelle est curieuse, mais il y a déjà pas mal d'éléments et ce sont des indices très utiles pour l'arrestation du coupable. Notamment les empreintes digitales, ainsi que l'ADN du tueur. Autrement dit, les preuves les plus accablantes pour l'assassin.
Et il suffit d'effectuer un travail de comparaison avec les suspects potentiels pour permettre un recoupement puis une arrestation. Et cela tombe bien, il y a un suspect qui s'apprête à s'asseoir dans le bureau des enquêteurs pour répondre à plusieurs questions. Cet homme, c'est Christophe Slora. D'emblée, celui-ci reconnaît qu'il a entretenu une relation sexuelle avec Samantha, mais qu'au final, il n'y avait pas plus de sentiments. D'après lui, ces deux personnes avaient des centres d'intérêt trop différents pour être compatibles, au-delà d'une relation sans lendemain. Et il ajoute qu'il ne l'avait pas revue depuis un bon bout de temps maintenant. Pourquoi pas? Mais alors les enquêteurs sautent sur l'occasion pour lui demander la raison pour laquelle sa voiture s'est retrouvée garée chez la victime le 1er janvier, 5 jours avant son assassinat. Christophe Slora est un peu condescendant, il se fiche presque qu'une femme vienne de se faire tuer sauvagement. Il explique uniquement qu'il était en compagnie d'amis durant la journée. L'information est vérifiée et il semble bien que le suspect dise la vérité. Finalement, ce n'est pas réellement un alibi parce que les inspecteurs savent que la jeune femme a été tuée entre 18h le soir et 10h du matin le lendemain. Par conséquent, avoir un alibi dans la journée n'intéresse guère la police qui souhaite savoir où le jeune homme se trouvait au moment du meurtre. Mais il insiste, il était également avec des amis et, une nouvelle fois, le renseignement n'est pas un mensonge. Christophe Slora, que tout désignait comme le meurtrier, est en fait innocent. C'est donc une autre personne nommée Chris qui se trouvait avec Samantha le soir de son meurtre. Mais il pourrait être couvert par ses amis, ou alors avoir élaboré un mensonge très pointu. Pour s'assurer définitivement que le suspect dise totalement la vérité, un échantillon de son ADN ainsi que ses empreintes digitales sont prélevés. Suite à ces prélèvements, plus rien ne permet de conserver le jeune homme en garde à vue et il est finalement libéré. Ça sent l'impasse, les pistes s'évaporent une à une et les policiers décident de faire appel aux proches de la victime à nouveau afin de s'assurer qu'il n'y aurait pas eu une connaissance, même lointaine, qui aurait pu en vouloir à la jeune femme. C'est à nouveau Lisa qui parle. Elle indique qu'il y a bien un homme qu'elle suspecte avoir une liaison avec Samantha. Cet homme, c'est Donny Nieves, le petit ami de Lori Nieves, ce même couple qui a découvert le corps de la victime le jour de son meurtre. Ça, les policiers n'auraient pas pu l'anticiper. À première vue, Donny et Lori Nieves agissent comme un véritable couple soudé. Les inspecteurs, au moment de les interroger, n'ont pas observé d'attitude étrange, ni de la part de l'un, ni de l'autre. Pourtant, Lisa affirme que Samantha lui aurait dit avoir eu une courte relation avec Donny, quelques jours seulement avant son meurtre. Elle aurait confié à Lisa qu'elle se sentait coupable d'avoir commis un acte qu'elle avait elle-même mal vécu. Quoi qu'il en soit, Donny devient le nouveau suspect numéro 1. Il n'a jamais mentionné sa relation avec Samantha, il a un secret à conserver auprès de sa femme Lori, et faire taire celle qui pourrait détruire son couple suite à ses remords pourrait se faire en lui ôtant la vie. Les policiers pensent que Donny Nieves a volontairement omis de mentionner sa relation extra-conjugale avec Samantha. Il aurait pu agir ainsi pour cacher la tromperie qu'il a commise à l'égard de sa femme. Oui, mais les inspecteurs estiment qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin pour conserver son secret. Pour le savoir, les enquêteurs n'hésitent pas une seconde en convoquant leur nouveau suspect afin qu'il répète ou change sa version initiale. Une fois dans la salle d'interrogatoire, les agents ne tournent pas autour du pot et demandent immédiatement à Donny s'il a entretenu une relation avec la victime et il acquiesce. Dans la foulée, il explique que cela s'est passé en un éclair et qu'effectivement, c'était très intense. Pourquoi a-t-il omis ce détail, qui a son importance, lors de sa première déclaration aux policiers ? Il indique que s'il l'avait dit alors que Lori se tenait à côté de lui, il l'aurait rendue malheureuse et il ne voulait pas qu'une telle chose se produise. C'est intéressant, mais s'il avait vraiment voulu ne pas la rendre malheureuse, il aurait aussi pu ne pas la tromper. Enfin bon, ça ce n'est que mon avis. Le jeune homme comprend qu'il est en mauvaise posture. Si les inspecteurs de police s'intéressent à lui, ce n'est pas sans raison. Il saisit qu'il se trouve dans le collimateur des forces de l'ordre. Alors, tout de suite, il se dédouane du meurtre de Samantha en expliquant qu'il n'est pas impliqué dans l'attaque sauvage. Les enquêteurs savent qu'ils ne pourront pas garder le suspect sans preuve directe, mais il est possible d'obtenir 2 éléments très précieux. Les empreintes digitales de l'homme ainsi que son ADN. Donny accepte de laisser la police collecter ce qu'elle souhaite avant d'être relâchée. En attendant les résultats du laboratoire, les enquêteurs continuent de creuser parmi les prétendants de Samantha sur le site de rencontre. Ils épluchent de nombreuses conversations ennuyantes et l'une d'entre elles est une correspondance avec un homme dont le pseudonyme est Death Metal, en référence au style de musique.
La discussion apparaît banale dans un premier temps. Samantha semble avoir rencontré cet homme avec qui elle partageait le goût pour la musique métal, mais brusquement, elle a décidé de couper court à la relation. Samantha est visiblement passée à autre chose, ce qui ne fut pas le cas de cet homme, qui a insisté en envoyant des messages à la jeune femme, pourtant totalement désintéressée à présent. Cette incapacité à accepter une rupture de la part de cet individu intrigue les policiers qui se penchent alors sur son cas. Comme pour les fois précédentes, ils se rendent auprès de Lisa qui a peut-être un nom à fournir aux enquêteurs, et c'est le cas. Derrière le pseudonyme Death Metal se cache le nom de Connor Days. Lisa précise que c'est l'un des prétendants qui lui a donné froid dans le dos, parce qu'il parvenait à rendre Samantha nerveuse quand ils se voyaient. Elle pouvait avoir peur de lui, et désormais, il sait où elle habite. Il a obtenu son numéro de téléphone et un nombre incalculable d'informations personnelles. Connor en profite d'ailleurs, il ne lâche pas Samantha d'une semelle. Il lui laisse des mots sur le pas de sa porte. Il l'attend devant chez elle alors qu'elle a rompu avec lui. Bref, il a un comportement vraiment oppressant. Une attitude connue sous le terme anglais de stalker, un harceleur qui épie le moindre fait et geste de Samantha. Nécessairement, un tel profil intéresse la police parce qu'une personne capable d'attendre nuit et jour une autre devant chez elle pourrait être aussi capable de commettre un meurtre. Le problème avec Connor, c'est qu'il ne s'appelle pas Chris, mais pour le reste, son comportement pourrait être compatible avec celui d'un individu dangereux. Les inspecteurs le retrouvent finalement et l'interrogent. Le jeune homme est nonchalant. Il prend cet interrogatoire à la légère comme s'il se fichait qu'une femme soit morte. Ce genre d'attitude, les policiers la connaissent bien. Il arrive fréquemment que des tueurs tentent de montrer que ce sont eux les maîtres du jeu en narguant les officiers, en adoptant des comportements inattendus. Cependant, il est bavard, et comme il communique, les policiers lui demandent pourquoi il n'a pas laissé Samantha en paix après qu'elle l'ait rejeté. Il explique qu'il est vrai, qu'il s'est permis de revenir plusieurs fois la voir sans la prévenir suite à leur rupture, mais qu'il avait cessé au bout du compte quand elle s'est clairement faite comprendre plus tard. Les agents questionnent ensuite Connor sur son emploi du temps le soir du meurtre, afin de s'assurer qu'il détient un alibi. Seulement, l'homme leur dit qu'il était seul chez lui ce soir-là, sans personne pour confirmer ses dires. Et ça, c'est un problème pour les enquêteurs. Mais comme pour les précédents suspects, les preuves directes manquent. Alors l'ADN ainsi que les empreintes digitales du jeune homme sont récoltées, puis il est libéré. L'investigation se poursuit, mais un mois durant, c'est l'impasse totale. Aucun élément suffisamment solide n'est trouvé pour enfermer le tueur, mais alors que l'espoir commence à s'éteindre du côté des forces de l'ordre, la motivation revient avec les résultats du laboratoire d'analyse qui a comparé les empreintes digitales ainsi que l'ADN de tous les suspects. John Lezark, Donnie Nieves et Connor Days, voici les 3 suspects qui se retrouvent sur le radar des policiers. Parmi eux, est-ce que l'une de leurs empreintes digitales ou leur ADN correspond à celui retrouvé sur l'extincteur et le câble ayant servi pour l'étranglement ? Les enquêteurs sont persuadés que l'un de ces noms va correspondre. Il n'y a plus qu'à lire les résultats et c'est la stupéfaction. Aucun de ces individus, aussi suspect soit-il, ne matche avec les analyses du laboratoire. Tout s'écroule et l'enquête repart de zéro. C'est un coup très dur, parce que lorsque ce genre d'événement survient, en général, l'enquête prend la direction d'une affaire non résolue, un cold case. Mais cela ne fait qu'un mois que le crime a eu lieu. Les policiers sont persuadés que la réponse se trouve sous leur nez. Ils reprennent alors absolument tout de A à Z. En relisant leurs notes, les enquêteurs tombent sur le témoignage de l'enfant de 12 ans qui avait mentionné une moto de couleur rouge et noir. Ils font alors une recherche du terme moto dans les différentes conversations qu'a entretenues Samantha avec ses courtisans, et le mot est détecté dans la discussion avec Ayam Elliott. Si les policiers ne se sont pas attardés sur cette personne, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun lien avec le prénom Chris, et surtout la conversation n'avait rien d'alarmant à leurs yeux, et c'est toujours le cas en la relisant un mois plus tard. Sauf qu'en y repensant, Ayam Elliott est la dernière personne à avoir conversé avec Samantha, seulement 2 jours avant son meurtre. Alors les policiers approfondissent leurs recherches dans la discussion entre lui et la jeune femme. Ils découvrent que l'homme est employé au sein d'un magasin nommé Metrophoto à Wichita Falls. En découvrant cette information, ils ne perdent pas une seule seconde pour se rendre sur les lieux et parler à leurs suspects. En arrivant sur place, les inspecteurs tombent nez à nez avec une moto de la marque Harley-Davidson de couleur rouge et noir.
La plaque est immédiatement contrôlée et il s'avère que le deux roues appartient à un certain Christopher Kyle Russell. Christopher, dont le diminutif est Chris, est en réalité Hayam Elliott sur le site de rencontre. Et voilà comment les policiers sont passés à côté la première fois. Chris Russell est un jeune homme encore étudiant à l'université de Wichita Falls, où il étudie le droit pénal. Il vient d'une bonne famille, sans problème. Lui non plus d'ailleurs n'a pas d'antécédents judiciaires, et c'est un profil un peu contradictoire avec celui d'un tueur. Alors il faut lui parler pour bien le cerner. Les enquêteurs entrent dans le magasin Métrophoto, où ils trouvent l'individu qu'ils cherchent. Ils lui demandent de les suivre jusqu'au poste de police, ce qu'il accepte. Le jeune homme de 21 ans se tient face aux policiers. Ceux-ci lui demandent où il se trouvait le soir du meurtre de Samantha, et le jeune homme, poliment, leur répond qu'il refuse l'interrogatoire. Il lui est donc demandé de fournir un échantillon ADN ainsi que ses empreintes digitales, mais Chris Russell explique qu'il souhaite parler à son avocat avant d'entreprendre quoi que ce soit. Est-il aussi rigoureux parce qu'il tient à faire respecter ses droits en tant que bon étudiant en la matière, ou a-t-il quelque chose à cacher ? Les policiers penchent pour la seconde option et tendent au jeune homme un mandat les autorisant à prélever ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire l'ADN et les empreintes digitales, de force si nécessaire. En attendant les résultats, les inspecteurs fouillent encore dans le passé de leur suspect et découvrent qu'il a un passé militaire puisqu'il a servi dans le corps des Marines. Certes, quelques jours seulement, mais cela reste suffisant pour être capable de réaliser le nœud sur le câble qui a serré la gorge de la victime. C'est un premier élément incriminant, mais il y a bien plus choquant. En parcourant la conversation qu'il a tenue avec Samantha, les policiers redécouvrent le passage où Chris Russell indique qu'il a perdu sa femme, Tara Russell. Il vivait avec elle dans le Nebraska, à Chadron, mais cette jeune femme est morte à peine 10 semaines avant l'assassinat de Samantha Lezark. Et son époux a simplement emballé ses affaires pour venir vivre à Wichita Falls, comme ça, du jour au lendemain. Les enquêteurs contactent donc leurs homologues du Nebraska pour connaître les circonstances autour de la mort de Tara Russell. Ils apprennent que dans un premier temps, tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une mort naturelle, suite à une pneumonie. Mais les résultats de l'autopsie sont venus abattre un doute autour de la cause de la mort, parce que des ecchymoses au niveau du cou de Tara ont été découvertes, et donc la mort semble plus similaire à une strangulation qu'une pneumonie. Seulement, entre-temps, Chris Russell a fait incinérer sa femme puis a quitté l'État pour venir s'installer dans le Texas. S'il n'a pas été inquiété par la suite, c'est parce que le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie n'a pas suffisamment approfondi son examen et il n'a pas relevé le caractère criminel du décès. Les forces de l'ordre étaient donc impuissantes après le départ de l'époux. Puisque le corps de Tara a été incinéré, il n'était plus possible de réorganiser une autopsie. C'est une très mauvaise nouvelle. Chris Russell pourrait s'avérer être un tueur en série. Il est vicieux et Tara ainsi que Samantha pourraient ne pas être les seules victimes. Il ne faut pas se rater et réussir à l'incarcérer. Pour ce faire, les inspecteurs réclament un mandat afin de perquisitionner la maison du suspect. Il vit avec ses parents à Wichita Falls. Dans sa chambre, les policiers trouvent une photo de sa défunte femme et de lui-même. Une chose saute aux yeux immédiatement. Tara Russell ressemble comme 2 gouttes d'eau à Samantha Lezark. Plus incriminant encore, dans l'un des tiroirs du suspect se trouve un livre un peu particulier. C'est un livre permettant d'apprendre à faire tout type de nœud, y compris un nœud identique à celui réalisé autour du cou de la victime. Un laser est également découvert, absolument identique à celui récupéré sur le lit de Samantha. Lors de la perquisition, il n'y a pas de preuve ultime et directe impliquant Chris Russell qui est découverte. Mais les enquêteurs sortent de cette maison étant persuadés d'avoir trouvé la personne derrière ce crime. La police a également saisi l'ordinateur du suspect, et grâce à celui-ci, il est possible de confirmer qu'il est la personne utilisant le pseudonyme Hayam Elliott. Mais Hayam Elliott ne s'est visiblement pas contenté de discuter avec Samantha. Une autre femme entretenait une conversation avec lui. À ce stade, c'est la panique. Il se peut que ce prédateur ait commis un autre meurtre. Alors la police part immédiatement à la recherche de cette femme pour s'assurer de son bien-être. Une femme qui meurt dans des circonstances plus que suspectes, une femme qui est assassinée et une autre peut-être en danger, voici le contexte autour d'un seul homme, Chris Russell. Par chance, la jeune femme est localisée, les policiers lui expliquent le danger auquel elle pourrait être confrontée,
mais elle paraît vraiment étonnée des propos qui lui sont exposés. Elle explique qu'elle a déjà rencontré l'homme. Un soir, ils ont regardé ensemble un DVD de la série Friends qu'il avait apporté avec lui. Les policiers supposent qu'il s'agit du même DVD que celui qu'a offert Chris à Samantha le soir de son meurtre, parce que la jeune femme explique que le boîtier était déjà ouvert, et surtout, il n'y avait plus de DVD Friends chez Samantha. Les preuves s'accumulent contre le suspect, mais le rapport du laboratoire d'analyse revient aux enquêteurs, et c'est celui-ci qui va déterminer toute la suite de l'histoire. Les empreintes digitales, ainsi que l'ADN découvert sur les objets ayant servi à tuer Samantha, appartiennent à l'assassin. Il faut simplement les faire correspondre à présent. Le laboratoire a donc examiné les empreintes digitales et l'ADN de Chris Russell avec ce qui a été collecté sur le lieu du crime, et le résultat est sans appel. Cela correspond parfaitement. Autrement dit, les policiers viennent d'obtenir la preuve directe que leur suspect est le meurtrier de Samantha Lezark. Il est aussitôt placé en état d'arrestation et inculpé pour le meurtre de la jeune Samantha Lezark, âgée de 28 ans. Durant le procès, le meurtre est reconstitué. Chris Russell et Samantha Lezark ont passé toute la journée ensemble. A priori, tout s'est bien déroulé. Le jeune homme avait sûrement amené un pointeur laser pour jouer avec les chats de Samantha. Simplement, un événement a dû générer une colère noire chez Russell. Il a donc attaqué par derrière Samantha à l'aide du petit extincteur, ce qui est confirmé par les fractures au niveau de l'arrière du crâne de la jeune femme. Samantha s'est évanouie en tombant au sol. À ce moment, il a récupéré le câble de la télévision pour étrangler sa victime à l'aide d'un nœud bien spécifique. Le seul point d'interrogation reste le mobile de ce meurtre. Chris Russell n'a jamais avoué, ni plaidé coupable, alors la raison derrière cet acte est inconnue. Le jeune homme a plaidé non coupable durant son procès, mais ce n'est bien entendu pas ce que le jury populaire retient. Il rend un verdict coupable et Chris Russell est condamné à une peine d'emprisonnement à 99 années. Au premier regard, il paraît être un garçon de bonne famille, mais en réalité, les policiers pensent qu'ils avaient affaire à un tueur en série en devenir. Considérant la mort suspecte de son épouse et le meurtre sournois de Samantha comme ses premiers faits d'armes. Voici pour cette histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout parce que vous êtes les plus fidèles de cette chaîne, inscrivez Internet en commentaire. J'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette affaire. Merci encore à Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas mon lien en description et mon code Cogiteur pour bénéficier du VPN avec 3 mois supplémentaires offerts selon l'offre que vous choisirez et l'abonnement qui vous plaira le plus. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.